Ministre, nous allons nous rendre au studio A pour partager avec Caroline Da Silva les préoccupations des téléspectateurs. 22 42 50, Caroline. Bonsoir à vous. Alors, nous avons enregistré les préoccupations des téléspectateurs. Monsieur Dodé Stéphane est étudiant à l'Institut national professionnel agricole. Il dit qu'après l'admission au concours national professionnel agricole, le coût est si élevé. Il ne comprend pas pourquoi ce coût qui était à 50 000 francs est passé à 210 000 francs. Monsieur So nous appelle d'Abidjan. La production de riz en Côte d'Ivoire, il parle précisément de la production de riz en Côte d'Ivoire. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi la société Soderi qui existait il y a plus de 15 ans, sinon qui a disparu il y a plus de 15 ans, n'est pas réhabilitée. Alors pour lui, il serait intéressant de pouvoir réhabiliter cette société et de pouvoir aussi installer des sociétés de riz au niveau du nord pour accroître la production de riz en Côte d'Ivoire. Et M. Bala Ibrahim nous appelle de Grand Bérébi. Il dit, et je cite, « Il y a une convention qui a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et l'entreprise Ludrefu pour la fourniture d'engrais aux producteurs de cacao. Il voudrait savoir où vous en êtes exactement. » Et sa deuxième préoccupation est la suivante. Lors des assemblées mondiales de l'agriculture en Côte d'Ivoire, un opérateur privé s'est engagé à améliorer les conditions de vie des producteurs de cacao pour un montant de 50 milliards. Il souhaiterait aussi avoir des informations là-dessus. Nous avons d'autres préoccupations, mais pour l'heure, nous vous livrons celle-ci. Juste le temps pour nous de réunir les idées. Ministre, la première question, je crois que ça ne fait pas l'objet du débat. On va passer à la deuxième, production de riz, la Soderi qui a disparu. Pourquoi ne pas la réhabiliter? Bon, d'abord, c'est au moment où l'État était engagé dans la production, il n'y avait pas que la Soderi, il y avait toutes les sociétés de développement qui ont toutes disparu, vous le savez bien. Dans le cas du riz, effectivement, la stratégie nationale de riz repose essentiellement sur deux choses. La première, c'est vraiment d'accroître la maîtrise de l'eau. Parce que 95% de la production de riz actuellement est d'origine pluviale, contre 5%. L'objectif de cette stratégie, c'est d'inverser cette tendance. Donc il faut que l'État investisse dans les infrastructures hydro-agricoles. La deuxième chose, c'est que c'est le privé qui peut développer de manière durable la filière. Donc le privé, une fois que l'État aura fait des investissements au niveau des infrastructures hydro-agricoles, le privé viendra s'installer, premièrement apporter les facteurs de production aux paysans, le savoir-faire, collecter la production, la transformer et la mettre sur le marché. Et dans ce cadre-là, les installations des anciennes soderies qui sont jugées donc acceptables par les privés, ils vont les occuper. D'accord. Alors, comme vous parliez de riz, je vais vous lancer une question de l'Association nationale des riziculteurs de Côte d'Ivoire. Il dit ceci, les transformateurs perçoivent 2 fois la marge des producteurs au regard de la différence des marges qui du producteur et du transformateur doit-on encourager pour atteindre l'autosuffisance en riz? C'est une question de cette association. C'est une bonne question. Je ne voudrais pas les frustrer, mais bon. Vous savez que je crois que l'ONDR est en train de travailler avec les acteurs de cette filière pour qu'ils puissent s'entendre sur un mécanisme de fixation des prix. Et je crois que dans certaines zones, ils ont pu arriver à des accords. Donc l'État intervient pour faciliter le dialogue entre les acteurs. Et donc je pense que forcément, si ce n'est pas encore sur l'ensemble du territoire national, mais je peux vous dire qu'à l'ouest, il y a déjà des accords qui font qu'on connaît le prix du paddy, ils se mettent d'accord et ça permet de faciliter les transactions. En tout état de cause, il y a une orientation du président de la République qui est claire. C'est de dire que le paysan, qui est le principal créateur de cette richesse, ne peut pas être celui qui a la portion congrue. Donc je pense que c'est vrai, les uns et les autres ont des charges, mais les bénéfices doivent être repartis de manière équitable. Je n'ai pas dit de manière égalitaire. Quand vous prenez, c'est pour ça que dans la réforme du cacao, le président a estimé que 60% du prix CAF doit être servi. On va en parler tout à l'heure avec notre ami de la réforme. Et voilà. Il y a une autre question de M. Bala. Il a parlé de convention entre l'État et Ludrefu. Voilà, oui, pour un problème d'engrais. Non, pour les producteurs de cacao.
Bon, je ne sais pas si c'est lui de refuse, mais moi je sais que nous avons, en ce qui concerne une société néerlandaise, d'ailleurs qui est en partenariat avec la société marocaine de phosphate, qui a remis 10 000 tonnes d'engrais. Et je crois que c'est quelque chose, moi-même j'ai présidé la cérémonie de remise de ces engrais et le Conseil du café cacao est en train de prendre toutes les dispositions pour les distribuer aux paysans. Mais avec l'huile de refuge, je pense qu'il y a une confusion à ce niveau. Ce n'est pas avec l'huile de refuge. Il y a une autre, je ne sais pas si la dernière question, il a dit un opérateur privé s'est engagé à améliorer les conditions de vie des planteurs. Oui, là ils veulent parler de Modélis. Voilà. C'est-à-dire, voilà. En fait, c'est dans le cadre en marge de la conférence mondiale sur... Ah oui, vous savez qu'ils étaient à San Pedro récemment. Il veut investir 100 millions de dollars en 10 ans dans l'amélioration des conditions de vie des producteurs, mais aussi dans l'amélioration de la productivité au niveau du café cacao. Je crois que c'est un programme qui est bien parti et c'est en cours. Ils ont installé désormais un bureau ici à Abidjan. Ils vont travailler avec le Conseil du café cacao, avec lequel ils ont signé à San Pedro d'ailleurs un accord sur cet investissement. Je crois que l'investissement va se faire de manière régulière. Alors, merci Monsieur le Ministre. On va passer au chapitre 2. Le programme national d'investissement agricole PENIA prend en compte 6 grands projets. Ces projets touchent pratiquement à toutes les composantes de l'agriculture. Combien faut-il pour sa mise en œuvre? La réponse avec Francis Boifo. Il faut 2002 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole PENIA. La table ronde organisée en septembre 2012 a identifié 3 sources de financement. L'État de Côte d'Ivoire, les dons et prêts des partenaires techniques au développement et le secteur privé. L'État de Côte d'Ivoire devra consacrer 10% de son budget national au secteur agricole. 60% des 2002 milliards de francs CFA sont actuellement à financement du secteur privé. Il y a en Côte d'Ivoire un cadre de concertation des partenaires techniques et financiers du secteur agricole. Nous les avons rencontrés à plusieurs reprises. Ils ont tous décliné l'ensemble des projets qu'ils voulaient conduire en Côte d'Ivoire d'ici à 2015. Et donc l'ensemble de ces projets-là, nous allons chiffrer avec ces partenaires et ça représente 30% des intentions de financement. En attendant le démarrage des premiers projets prévus pour septembre 2013, une plateforme de partenariat public et privé a été initiée par les responsables de la filière cacao. Il vise à améliorer le bien-être des producteurs et leurs familles à travers la réalisation d'infrastructures, la création d'activités génératrices de revenus et de dons de matériel médical. Pour l'année 2013, 50 projets sont en voie d'exécution. Ala Kanyala, le ministre de l'Agriculture est à vous. Monsieur le ministre, je vous ai écouté tout à l'heure parler avec mon collègue de la télé. J'ai vu que vous avez beaucoup insisté sur la question de l'investissement. Alors, 2040 milliards, c'est ce qui a été promis. Est-ce que vous avez des raisons d'espérer que cet argent sera effectivement déboursé par ceux qui ont promis? Et si oui, quelles sont ces raisons-là? Qu'est-ce qui vous rend optimiste? En tout cas, à la table ronde, vous savez, j'ai dit 60% de ce montant est issu du secteur privé. Le secteur privé, pour faire son investissement, attend de l'État que l'État fasse sa part. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que l'État doit investir dans les infrastructures agricoles notamment. Donc pour qu'un investissement, si je prends le cas de l'huile de refuge, pour ne pas le citer, qui veut faire du riz, si les barrages ne sont pas réhabilités, l'investissement que lui doit faire, qui repose sur ce travail préalable, ne pourra pas suivre. C'est pour cela qu'en ce qui concerne cette partie, la question a été réglée dans le cadre du CDD, où nous avons obtenu un financement et les partenaires pour réhabiliter les barrages. Donc, du point de vue, les choses sont réglées. Mais pour les autres, leur investissement est souvent assujetti à quelque chose que l'État doit faire. Et souvent, la part de l'État n'est pas forcément la plus importante, mais elle est indispensable. C'est pour ça que nous nous réjouissons que pour 2013-2014, les partenaires techniques et financiers qui sont prêts à appuyer l'État de Côte d'Ivoire pour faire des investissements
dans le secteur agricole, je vous ai dit que nous avons fait le point. Il y a 11 projets qui font à total 277 milliards. Ce sont des projets qui sont en cours de négociation. Donc, nous allons finaliser avec eux au plus tard à la fin de cette année. Certains vont démarrer, l'exécution va démarrer cette année pour se terminer sur 2014. Donc, ce ne sont pas des 20 mots. Ensuite, sur la même période, vous avez le privé, nous avons identifié 7 projets du privé à 233 milliards, dont le projet de l'huile de refuge en question. Mais pas seulement, vous avez CIPRA, vous avez un certain nombre de grandes structures qui veulent investir. Mais si l'État fait sa part, ce qui est le cas, il n'y a pas de raison que ces investissements ne soient pas au renouveau. Donc pour 2013, le compte y est. Mais quand vous prenez 2040, sur les 5 ans, c'est en moyenne 400 milliards de francs CFA qu'il faut investir. Alors, je vais sauter sur le problème des projets dont vous avez parlé. Le plus souvent à ce niveau, il se pose un problème d'absorption voilà, des financements qui sont mis à disposition. Est-ce que, à votre niveau, vous y avez pensé sérieusement? Ça, je peux vous dire, c'est une question sur laquelle le Premier ministre nous interpelle chaque jour. Et d'ailleurs, il a mis en place un comité qu'il préside lui-même, qui va siéger toutes les 2 semaines pour s'assurer que nous allons absorber les crédits qui ont été mis à disposition. Mais vous savez, dans l'absorption, il y a une partie qui relève de l'État de Côte d'Ivoire. Donc la partie ivoirienne, on va dire, notamment au niveau de nos procédures internes, comment les alléger, comment faire en sorte d'être le plus efficace possible. Mais pas seulement. Vous savez, les bailleurs ont leur procédure. Et quand vous avez des multi-bailleurs sur des projets, chacun a sa procédure. Donc le Premier ministre verra avec eux comment ils peuvent assouplir aussi un certain nombre de procédures pour nous permettre de gagner en célérité en ce qui concerne l'absorption des crédits qui sont mis à disposition. Est-ce qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le gouvernement lui-même s'est réglé à ce niveau? Je vous dis que le Premier ministre a pris à bras le corps la question et qu'il préside toutes les 2 semaines une commission qui s'assure qu'on est au bon rythme de consommation. Et ça, je peux vous dire, tout le monde le connaît pour être un homme de résultats. Et je peux vous dire qu'il nous met la pression. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas consommer les ressources qui sont à notre disposition. D'accord. Sont mises à notre disposition. Alors, parlant toujours du financement, de plus en plus, vous parlez beaucoup de l'intervention des banques. Or, on connaît les banques, elles sont réticentes pour beaucoup de raisons en ce qui concerne l'agriculture. Alors, qu'est-ce que, monsieur le ministre, vous comptez faire pour changer les choses? Bon, d'abord, le financement dans le secteur, je peux le subdiviser en 3 parties. Il y a le financement qui concerne les infrastructures et l'administration. C'est un financement qui relève en général de l'État. Les bailleurs de fonds, les banques, ce n'est pas eux qui font ça. Ensuite, vous avez le financement pour le développement. Vous savez, c'est pour ça qu'on a créé le fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole qu'on appelle le FIRCA. Donc les fonctions de développement, ce sont des investissements transversaux qui bénéficient à l'ensemble de la filière. Il s'agit d'investir dans la recherche, dans le conseil agricole, ainsi de suite. Là aussi, on peut dire que l'État y participe, mais les partenaires techniques et financiers y participent, pas les banques privées. Enfin, vous avez maintenant le financement de l'exploitation. Et là, effectivement, vous avez raison, les banques sont réticentes, mais je peux vous assurer que nous sommes en train de progresser sur ce domaine. Nous allons essayer d'assainir le milieu. Parce qu'en réalité, les banques veulent prendre des risques mesurés. Quand nous allons assainir le milieu, il appartiendra aux banques également aussi de faire un effort de leur côté, de faire en sorte qu'ils aient des agents qui s'intéressent au secteur, qu'ils connaissent un peu la structuration du secteur et qui peuvent faire en sorte d'instruire des dossiers de financement. Mais en attendant cet assainissement, nous avons négocié avec la coopération allemande qu'elle mette en place un fonds de près de 5 milliards 600 millions de francs CFA dans les banques primaires et faire en sorte que les petits exploitants puissent accéder à ces fonds. Mais simplement pour y accéder, il faut que le petit exploitant ait un contrat de vente. C'est sur un contrat de vente, simplement ça va reposer, c'est-à-dire que si vous voulez accéder au financement, vous devez venir faire la preuve que la production qui va sortir chez vous, vous avez quelqu'un avec qui vous avez contractualisé et qui va l'acheter. Si je prends par exemple le cas de l'huile de fuse, quand il va s'installer, et il va encadrer des petits producteurs. Donc il y aura une relation contractuelle entre l'huile de fuse qui achètera la production du petit producteur. Et ce petit producteur, sur la base de ce contrat, peut accéder aux fonds que nous allons mettre en place avec la coopération allemande.
Deuxièmement, il y a un autre, on a un projet Prarep-Propacom qui couvre le Zanzan, les savanes, et ce projet aussi, en son sein, a décidé sur un projet de 16 milliards, il y a une partie des ressources qu'il consacre pour financer les agriculteurs. Alors, la condition, il faut qu'ils soient organisés en coopérative. Justement, ce n'est pas souvent le cas, malheureusement, beaucoup d'informels. Tout à fait. Voilà. Non, vous avez raison. Vous savez, aujourd'hui, nous, déjà, il faut savoir que nous devons inciter au regroupement. Parce que quand vous avez une agriculture atomisée, où vous avez que des petites exploitations, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. L'avantage, c'est que ça permet de distribuer de la richesse au maximum de personnes. Mais l'inconvénient, c'est que avec ces petites tailles, il ne peut pas faire d'économie d'échelle. Il y a un certain nombre de services qu'il faut mutualiser. Il faut les inciter à se regrouper. C'est ce travail que nous allons essayer de faire pour qu'ils sortent de l'informel, comme vous le dites. Mais ça va passer par un travail de base que nous pensons indispensable. Et nous avons lancé ce travail avec un financement de l'Union européenne. Il s'agit de profiter du recensement décennal dans le milieu agricole pour faire un recensement global, non seulement des exploitations, mais des exploitants eux-mêmes. Voilà, dans le cadre des réformes. On va en parler tout à l'heure avec, mais pour revenir aux banques, est-ce qu'on peut s'attendre au retour des banques spécialisées comme l'ex-BNDA? Est-ce que c'est possible? Mais si déjà on a des guichets dédiés au sein des banques, c'est déjà une bonne chose. Vous savez, les banques, d'abord, ils veulent pour financer les exploitations. Et comme je l'ai dit, il faut que ce soit regroupé pour que ça fasse des tâches critiques. Mais ils ont besoin que sur la terre, par exemple, ils ont besoin de garanties. Alors aujourd'hui, la meilleure garantie pour un producteur, c'est quoi? C'est sa terre. Donc il faut que celui-là ait un document qui atteste que la terre est à lui. Donc on rentre encore dans le foncier. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut clarifier dans le milieu. Et il faut aussi que le statut de l'agriculteur soit connu. Si vous vous adressez à la banque, il faut qu'on s'assure que vous êtes vraiment un exploitant. Et ça, c'est sur ce travail que nous sommes en train d'avancer. Donc je peux vous rassurer les producteurs qu'une fois qu'ils remplissent toutes les conditions, même les banques commerciales et autres peuvent travailler avec eux. Une chose est sûre, c'est la professionnalisation. Voilà. Ça, je peux vous dire, il ne suffit pas d'être une coopérative. Vous allez venir devant une banque. Si la banque estime à l'analyse de votre dossier que vous n'êtes pas, comme on appelle, solvable, elle ne va pas vous prêter. C'est pareil pour les sociétés commerciales. C'est ce qui va se passer. Ce que nous avons à faire, c'est de les aider à s'organiser et de faire en sorte de pouvoir assainir le milieu, comme je l'ai dit. Et comme vous dites que nous allons aborder cette question dans les réformes, on en parlera tout à l'heure. Là, vous avez 10 minutes. Oui, je vais demander, est-ce que vous avez sondé les banques? Vous avez senti chez elles qu'elles sont prêtes? Il y a un engouement parce que nous avons fait un atelier avec les banques. Le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances et les banques, il y a eu un atelier. Et tout ce que je viens de vous dire, ce sont les premiers résultats de cet atelier. Les banques attendent simplement qu'il y ait un peu d'ordre dans le milieu pour qu'elles essaient d'avancer. Et ce que je vous ai donné comme exemple en ce qui concerne notre coopération avec l'institution allemande, ça c'est un premier pas vers le financement. Parce que ce sont des expériences, si ce fonds-là, si ça marche bien et que le taux de recouvrement est conséquent, je pense que les banques vont s'en inspirer pour instruire leurs dossiers en ce qui concerne le secteur agricole. Je dois dire qu'il y a une distorsion à corriger. Parce qu'en moyenne, quand vous avez, moi je ne vais pas citer une banque, mais on m'a fait le point d'un dépôt à l'intérieur. 80% des dépôts étaient issus du secteur agricole. Mais quand on regardait le retour de financement de ce secteur, ce n'était même pas 2%. Mais comment vous expliquez cela, monsieur? Non, parce que simplement, comme vous le dites, les banques estiment que dans le secteur agricole, il y a beaucoup de risques et que le taux de recouvrement n'est pas facile. Bon, il faut quand même noter que cette difficulté est comblée par le fait qu'il y a des sociétés, par exemple quand je prends la filière coton, ce sont les égreneurs qui sont les interlocuteurs des banques. Et eux, ils sont financés, ensuite ils refinancent les petits producteurs. Même dans le café cacao, c'est ce qui se passe. D'accord. Alors, ce n'est pas tout. Les questions de taux d'intérêt, c'est souvent des choses qui sont souvent redoutées par les clients des banques. Et là aussi... Oui, je pense que c'est des choses qui vont être négociées. Déjà, bon, comme avec la coopération allemande, je crois que ça c'est vraiment des prêts à taux pratiquement
pratiquement nul. Hein. Le coût de l'argent n'est pas excessif à ce niveau. Mais dans un cadre commercial, je pense que ça va se faire au taux du marché. D'accord. J'ai une autre question. Elle concerne toujours le financement. L'accent est beaucoup mis sur les financements qui vont se faire dans le cadre des partenariats publics-privés. Est-ce qu'on peut avoir une idée des formes que cela va prendre? Bon. Dans le cadre du... Bon, je pense que vous faites allusion à la filière café-cacao, où il y a une réforme qui a permis de mettre en place une plateforme de partenariat public-privé. Alors, dans cette plateforme, il s'agit ensemble, le privé, le secteur public, les OPA et les producteurs, de regarder quels sont les besoins de financement pour le développement de la filière. Donc, il peut s'agir... On va en parler tout à l'heure. Voilà. Et donc, à ce niveau, une fois qu'ils se sont mis d'accord sur les programmes, le secteur privé qui a intérêt à ce que la filière soit développée et que la production vienne au bout, est prête à investir. C'est le cas de la filière. Monsieur le ministre, l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire n'est-il pas aussi un frein à l'investissement? Bon, là, c'est un problème général, mais si vous regardez bien, notre pays a fait des progrès. Comme on est dans le domaine agricole. Oui, mais notre pays a fait des progrès dans ce domaine. Le rapport de 2012 dit qu'on a fait un pas, on est 167e maintenant. Oui, mais donc on progresse. On progresse. Vous pensez que... Non, sérieusement, l'environnement des affaires s'est notablement amélioré dans notre pays. Et je peux vous dire que les choses vont aller de mieux en mieux. La preuve, c'est que les privés, chaque jour que Dieu fait, nous recevons des privés qui sont intéressés à investir dans notre pays. Dans le domaine agricole, en tout cas, nous les recevons. Donc, en ce qui concerne le partenariat public-privé, ça va se limiter à la filière café-cacao? Non, pas du tout. Si vous prenez ce que nous faisons dans la filière riz, c'est une forme de partenariat public-privé. Bon, je dois dire que traditionnellement, le concept de partenariat public-privé, initialement, c'est l'État. C'est dans le domaine de l'État. Quand l'État n'a pas les moyens de faire son boulot, il appelle un privé, vous faites pour moi, vous payez, et ensuite, vous me restituez l'ouvrage. Bon, ça, c'est le PPP classique tel qu'on le connaît. Mais dans le cas de l'agriculture, ce n'est pas du tout ça. Voilà. Si vous prenez par exemple avec l'huile Dreyfus, qu'est-ce que nous avons comme partenariat? À partir du moment où le riz est devenu un enjeu pour le pays, nous disons que l'État veut faciliter le développement de la production de riz. Et donc, le rôle de l'État, ce n'est pas de produire, c'est d'appeler un privé dont c'est le métier et de lui créer les conditions pour qu'il réalise son investissement. Et après, l'État lui dit, bon, moi, j'ai quand même des objectifs. Je souhaite que la production qui sort, qu'on privilégie la satisfaction de nos besoins intérieurs et qu'après, on puisse exporter le surplus. Donc, ce sont ces genres d'accords que nous allons avoir avec les privés en ce qui concerne le riz. Et bien entendu, l'État sera regardant sur le prix auquel le riz va sortir pour qu'on puisse mettre sur le marché un riz qui soit accessible au niveau de la bourse des Ivoiriens. On parle encore de riz, j'ai envie de poser une question dessus. Monsieur, est-ce que vous pensez qu'un jour, cette question sera réglée? Moi, je le crois. Aujourd'hui, nous avons près de 8 sociétés privées, de grandes sociétés qui sont intéressées d'investir dans le domaine. Donc, dès que les privés vont s'installer, il n'y a pas de doute. Vous savez, la question de la production de riz, sur le marché mondial, c'est à peu près 700 millions de tonnes qui sont produites. Mais savez-vous que moins de 5% de cette production est mise sur le marché? Ça veut dire que les États, eux-mêmes, consomment 95% de leur production et ne mettent sur le marché que 5%. Alors, quand vous prenez la croissance démographique, donc la contrainte est telle qu'il va falloir nécessairement produire à nouveau du riz. Et c'est en Afrique que les possibilités s'offrent aux investisseurs. C'est pour cela que nous ne sommes pas surpris de les accueillir. Et je suis sûr qu'une fois qu'ils vont s'impliquer dans la production, on va atteindre les résultats. Vous avez évalué, 3 minutes. Vous avez évalué le montant qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire atteigne ce niveau? Oui, la stratégie, globalement, il y a 2 phases. Il y a une phase où on essaie de capitaliser sur le potentiel actuel de manière à augmenter très rapidement la production en donnant des semences de qualité améliorée, ainsi de suite. Et puis il y a une deuxième phase où on veut inverser
c'est-à-dire faire en sorte que le maximum de riz soit du riz irrigué, qui demande des investissements lourds. Donc on part progressivement, et la première phase, c'est autour de 400 milliards de francs CFA. La deuxième phase, il y aura 300 milliards additionnels, globalement 700 milliards, et 60% de ces investissements, c'est encore le secteur privé. Vous avez fini? Bon, je vais vous poser une dernière question à M. le ministre sur le chapitre. Qu'est-ce que réserve le nouveau code des investissements en termes d'avantages fiscaux et tarifaires à la mise en œuvre du PENIA? Bon, il n'y a pas que le PENIA. Pour le code d'investissement n'est pas fait. C'est pour tous les investissements, bien sûr, du privé dans notre pays qu'il y a des avantages. Que je parle précisément de l'agriculture, du PENIA, bien sûr, chez vous. Non. Je veux dire, si vous êtes une société privée, que vous voulez investir dans les mines, que vous voulez investir dans l'agriculture, il y a un code des investissements qui s'applique, quel que soit le secteur. Oui. Donc les avantages qui sont dans le code des investissements sont valables aussi bien pour ceux qui veulent investir dans le secteur agricole que ceux qui veulent investir dans le secteur non agricole. Donc il n'y a pas de différenciation. Voilà. Merci Allah. Oui. Nous allons faire place à Caroline Da Silva au 22 40 12 50 pour recueillir quelques questions, Monsieur le ministre. Voilà, nous avons M. Bamba Amara qui nous appelle de Nayo, c'est dans le Haut-Sassandra. Eh bien, il trouve que les prix fixés, les prix du cacao, les prix de l'anarcade, les prix fixés ne sont pas les prix qu'on retrouve au niveau des acheteurs, parce qu'on leur demande par exemple pour le prix de l'anarcade qui est fixé à 225 francs, les produits sont donc rachetés à 100 francs. Donc il a l'impression qu'ils sont grugés. Il souhaiterait savoir ce que peut faire le ministre pour les aider. Messieurs Ouattara Maxime, ils ont pratiquement la même préoccupation. Monsieur Ouattara Maxime, monsieur Gorebi, monsieur Koulibaly Bakari, qui trouvent que depuis un certain moment, depuis 2009, les étudiants sortis des écoles ne sont pas intégrés. Alors, il souhaiterait, par exemple, qu'on allège les réformes au niveau des gros exportateurs tels que Cagil pour leur permettre d'intégrer le secteur privé. Alors, leur question est la suivante. Quelle est la politique ou quelle est la stratégie menée par le ministère pour pallier ces problèmes? Monsieur Jean de Dieu souhaiterait savoir l'impact des TIC sur le développement et la modernisation du secteur agricole. Il souhaiterait aussi que le ministre nous parle du projet e-agriculture. Voilà, c'est bien cela, le projet e-agriculture piloté entre le ministère de l'Agriculture et celui des TIC. Monsieur Koné Aboubakar nous appelle de Ouagadougou. Lui nous parle de la filière maïs. Il demande s'il y a une politique de mécanisation pour cette filière ici en Côte d'Ivoire, parce qu'il trouve que la production du maïs en Côte d'Ivoire serait profitable pour notre pays. Et il souhaiterait aussi savoir s'il existe une franche collaboration entre le Burkina et la Côte d'Ivoire concernant toujours la production du maïs. Il trouve aussi, il vient de nous informer que des chercheurs burkinabés ont mis sur pied un tracteur multifonctionnel pour la production du maïs. Et c'est très efficace. Alors, sa question est la suivante. Est-ce que les producteurs ivoiriens utilisent déjà une telle machine? Sinon, ce serait bien de le faire, qu'il trouve que cela serait véritablement rentable pour la production du maïs en Côte d'Ivoire. Et c'est tout pour l'instant. Ok, Monsieur le ministre, il y a quelques questions qui n'ont pas grand-chose à voir, mais on ne va pas frustrer les téléspectateurs. Si vous avez quelques réponses à leur donner. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Je note simplement que les questions, comme il y a des thèmes qui vont suivre, non, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, le prix de l'anacarde. D'abord, il faut savoir que le prix qui a été fixé, c'est pas un prix qui a été fixé par l'État. Je pense qu'il y a une grande confusion. C'est un prix pour lequel l'État a facilité les négociations entre les acteurs pour arriver à un prix négocié, mais en plus c'est un prix indicatif. Donc ce n'est pas un prix obligatoire. Contrairement à dans la filière café-cacao,
où après la réforme, le prix qui avait été fixé était un prix obligatoire parce que c'était un prix stabilisé. Alors, dans le cadre de l'anacarde, c'est vrai que le prix indiqué bon, je crois qu'il y avait 3 niveaux de prix. Il y avait le prix bord-champ, le prix locaux magasin et le prix livré au port à Abidjan. Au niveau du prix bord-champ, ils étaient autour de 200 francs. On note que ce prix-là a été respecté dès le début et puis après, il n'a pas été respecté. Pour quelle raison? Essentiellement, bien sûr, parce que vous savez que la majorité de la production, je vais dire la totalité de notre production est achetée par 2 pays, l'Inde et le Vietnam. Et nous sommes bien sûr le premier pays producteur d'anacarde. Et il n'y a pas, j'allais dire comme dans le café, un marché de la noix brute, mais il y a un marché de l'amande. Donc c'est difficile de partir d'une cotation extérieure pour décliner cela à avoir exactement. Donc j'allais dire, on ne voit pas clair dans le marché international en ce qui concerne l'amande non décortiquée. C'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure. Le salut pour cette filière, c'est qu'on aille très rapidement à la transformation. Mais ce que nous avons noté, c'est que quand même la qualité du produit s'est dégradée. Donc la structure est en train de travailler à 2 choses. Et bien sûr, il y a une réforme qui est en cours aussi dans ce secteur, je dois dire. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous pourrons mettre en place cette réforme et elle va viser essentiellement à faire en sorte qu'il y ait une transparence dans les transactions, à faire en sorte que le produit, les techniques pré- et post-récolte soient maîtrisées par les paysans de manière à produire une noix de qualité, une noix de cajou de meilleure qualité, de façon à avoir un meilleur prix. Donc c'est 2 choses qui ont fait que les prix qui avaient été indiqués n'ont pas suivi. Mais il y a aussi la loi de l'offre et de la demande sur le marché. Il y a la loi de l'offre et de la demande du marché qui joue à ce niveau. En ce qui concerne le cacao, c'est un prix obligatoire. Celui qui ne le respecte pas, il est en faute. Et vous savez ce que le Conseil du café cacao a pris, ils ont été mis en prison. Donc c'est vrai que quand le milieu est très organisé, bien organisé d'ailleurs. Voilà. Donc quand on dit que c'est 725, les paysans sont informés, ils sont les premiers gardiens de cela. Et quand vous payez 1 kilo de cacao avec un paysan, vous devez lui remettre un reçu qui comporte votre identifiant et qui met le montant que vous lui avez payé. Donc ça vous engage. Maintenant, s'il y a quelques personnes qui essaient de tricher à ce niveau, quand ils sont pris, on sait qu'on les traduit devant la justice. Et je crois que globalement, les choses vraiment ont été respectées. Et je tiens à féliciter le Conseil du café cacao parce qu'ils ont mis des gens sur le terrain qui ont surveillé l'application de ce prix. Parce que là, c'est un prix stabilisé. Parce que si vous ne payez pas les 725, c'est comme si vous grugez l'État. Voilà. Contrairement à l'anacarde où c'était un prix qui était indicatif, ce n'était pas un prix stabilisé. Et celui du Burkina Faso qui a parlé de la filière maïs, y a-t-il une politique de mécanisation? Est-ce qu'il y a une collaboration entre le Burkina Faso? C'est vrai que le maïs que nous produisons aujourd'hui, en général, c'est du maïs qui est fait selon le type de culture familiale, l'agriculture familiale qui produit l'essentiel du maïs que nous avons en Côte d'Ivoire. J'ai cité une société comme Cipra qui veut investir, mais pour produire de manière intensive du maïs. Donc à ce niveau-là, on peut imaginer que la production pourra être mécanisée. Maintenant, il parle d'un nouveau type de tracteur qui vient d'être mis au point au Burkina. Bon, je crois que c'est une expérience à regarder. Vous savez, à ce niveau-là, notre pays, en 1960, a mis au point, au même moment que la Corée du Sud, son premier tracteur qu'on appelait le Pagolin. Aujourd'hui, nous importons du matériel agricole de la Corée du Sud. Vous voyez un peu la différence. C'est dire que si nous avions continué nos investissements, je pense qu'on serait à un niveau très avancé. Mais je crois qu'avec le retour de l'investissement, on peut très rapidement rattraper notre retard. Et nous avons reçu aussi beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés à venir s'installer et produire du matériel agricole ici, le distribuer, de manière à ce qu'on ait aussi les pièces de rechange sur place. Donc pourquoi pas, nous sommes intéressés par l'expérience burkinabé. D'ailleurs, il faut qu'il y ait ce genre d'échange entre nos États. Et les programmes nationaux que nous avons dans tous les pays de la CEDEAO. Il y a une synergie, il y a une complémentarité, il y a une subsidiarité entre les États sur la base de ces programmes.